Très bien les amis, 9 juillet 2026. Le monde entier a les yeux rivés sur le détroit d'Ormuz. CNN diffuse des images de navires de guerre américains. Fox News compte les missiles. TikTok regorge de vidéos de drones montrant des incendies dans le désert. Chaque analyste sur chaque chaîne parle de représailles, d'escalade, de savoir si c'est le début de la Troisième Guerre mondiale. D'accord? Et personne, pas une seule personne sur aucune de ces chaînes, ne pose de questions sur un pont ferroviaire dans la province du Golestan, en Iran, à 12 km de la frontière turkmène. 7 missiles Tomahawk, un pont, au milieu d'un désert que la plupart des Américains ne sauraient pas situer sur une carte. Maintenant, je veux que vous vous arrêtiez là-dessus un instant, parce que voici, je pense, la question la plus importante que l'on puisse poser à propos de tout ce qui s'est passé le 9 juillet. Pourquoi les États-Unis, une nuit où ils ont frappé 90 cibles distinctes sur l'ensemble du territoire iranien, pourquoi ont-ils dépensé 7 missiles de croisière Tomahawk, chacun coûtant environ 2 millions de dollars, pour détruire un pont ferroviaire dont personne n'a jamais entendu parler? CNN vous dira que c'était des représailles. L'Iran a frappé une base américaine au Koweït. L'Iran a attaqué la base d'Al-Udeid à Bahreïn. Alors, l'Amérique a riposté. Trump a dit, je cite directement ici, « On les a frappés 20 contre 1. » La plus grande frappe militaire de l'histoire. D'accord? Tout cela est techniquement exact. Je ne conteste pas les faits en surface. Mais voici ce que CNN ne vous dit pas. Et c'est ce qui change tout une fois qu'on le comprend. Ce pont figurait sur une liste de cibles internes du département de la défense américain dès avril, 2 mois avant que l'Iran ne tire un seul missile sur le Koweït, 2 mois avant la prétendue provocation qui aurait déclenché le 9 juillet. D'accord? Et quand vous comprenez pourquoi ce pont compte, ce qu'il relie et ce que sa destruction accomplit réellement, tout le tableau du 9 juillet paraît complètement différent. Aujourd'hui, je vais vous montrer 3 choses. Premièrement, ce n'était pas une frappe de représailles. C'était un plan élaboré des mois à l'avance. Et l'attaque iranienne sur le Koweït en a été le prétexte, pas la cause. Deuxièmement, l'Iran a utilisé un accord de cessez-le-feu de juin pour tendre un piège aux États-Unis. Et les États-Unis y sont tombés en plein dedans. Troisièmement, en éliminant potentiellement Khamenei, les États-Unis viennent peut-être de détruire la seule voie réaliste vers la paix. Allons-y. D'accord les amis, j'ai besoin que vous reteniez un acronyme. INSTC, le corridor de transport international Nord-Sud. C'est un réseau ferroviaire et maritime qui relie l'Inde à travers l'Iran, à travers le Turkménistan et le Kazakhstan, jusqu'en Russie et de là vers le reste de l'Eurasie. C'est un corridor commercial valant des centaines de milliards de dollars par an, spécifiquement conçu pour contourner le canal de Suez, contourner les points d'étranglement que la puissance navale occidentale contrôle dans l'océan Indien et en Méditerranée. Est-ce que ça a du sens? C'est, au sens le plus littéral, une architecture commerciale mondiale alternative qui contourne la domination américaine sur les voies maritimes. Et le pont d'Ak-Tak Khan dans la province du Golestan, ce pont dont personne n'a parlé au journal d'hier soir, est le maillon le plus critique de tout ce corridor sur le territoire iranien. C'est le point de connexion entre le réseau ferroviaire iranien et la route vers le nord, vers le Turkménistan et l'Asie centrale. Vous détruisez ce pont, vous coupez la connexion terrestre de l'Iran vers la Russie et la Chine à travers l'Asie centrale. Vous coupez cette artère spécifique, d'accord? Maintenant, regardez cette chronologie avec moi, parce que c'est là que ça devient très intéressant. Février 2026, les États-Unis et Israël commencent une campagne aérienne intensifiée contre les infrastructures du Hezbollah au Liban. Alors, pourquoi est-ce important dans ce contexte? Parce que le Hezbollah est la ligne d'approvisionnement occidentale de l'Iran. C'est ainsi que l'Iran projette sa puissance vers la Syrie, l'Irak, en direction de la Méditerranée. Le Liban est le bras de l'Iran tendu vers l'ouest. Vous coupez le Liban, vous isolez l'Iran de l'ouest. Avril 2026, le pont d'Ak-Tak Khan apparaît sur un document interne de ciblage du département de la Défense. 2 mois avant toute attaque iranienne sur le Koweït. 2 mois avant le récit des représailles. Couper ce pont isole l'Iran du nord, coupant la connexion INSTC vers la Russie et la Chine. 9 juillet 2026. 90 cibles frappées en une seule nuit. Les 2 axes d'isolement, ouest et nord, exécutés dans la même campagne. J'appelle ça la stratégie des 2 lames de ciseaux. D'accord? Vous savez comment fonctionnent des ciseaux, non? Une seule lame ne coupe rien. Il faut 2 lames, et elles doivent travailler ensemble, se refermant depuis des côtés opposés. Les États-Unis ont utilisé 2 lames stratégiques simultanément. Le Liban sur l'axe ouest, le pont de l'INSTC sur l'axe nord, pour couper l'Iran de ses réseaux de soutien extérieur en une seule opération coordonnée. Ce n'est pas une représaille, c'est un plan. Un plan qui a été préparé pendant des semaines, peut-être des mois. La frappe iranienne sur le Koweït a été le permis politique pour l'exécuter,
pas le déclencheur qui l'a créé. Maintenant, je veux approfondir un peu la dimension juridique et stratégique ici, parce que je pense que c'est quelque chose dont presque personne dans les grands médias ne parle. D'accord ? En droit international et dans la doctrine stratégique américaine, il existe une distinction très importante entre deux concepts, la guerre préemptive et la guerre préventive. Ça se ressemble, ce n'est pas la même chose. La guerre préemptive signifie que vous frappez parce que l'ennemi se prépare activement à vous attaquer, là, maintenant. La menace est réelle, elle est imminente, elle repose sur des preuves. C'est généralement accepté en droit international comme un acte légitime de légitime défense. Pensez à Israël en 1967, frappant les aérodromes égyptiens avant que l'Égypte ne puisse décoller. La guerre préventive signifie quelque chose de très différent. Vous frappez non pas parce que l'ennemi est sur le point de vous attaquer, mais parce que vos analystes estiment que dans le futur, peut-être dans des mois, peut-être dans des années, cet ennemi sera plus fort, plus dangereux, plus difficile à gérer. Vous frappez pour empêcher une capacité future de se développer. C'est ce qu'a fait l'administration Bush en Irak en 2003. Les fameuses armes de destruction massive qui n'existaient pas. L'argument était, même si Saddam ne nous menace pas en ce moment, si on le laisse continuer, il finira par devenir une menace qu'on ne pourra plus gérer. Donc, on agit maintenant, d'accord? Et voici ce sur quoi je veux que vous vous arrêtiez. Le ciblage du pont de l'INSTC, le pont d'Ak-Khan, correspond au cadre de la guerre préventive, pas préemptive. L'Iran n'utilisait pas ce pont pour attaquer le Koweït. L'Iran ne faisait pas transiter de missiles par ce pont en direction des bases américaines. Ce pont était ciblé parce que le corridor INSTC représente une capacité économique et stratégique future qui réduit l'isolement de l'Iran et réduit le levier américain. Vous le détruisez maintenant, avant qu'il ne devienne pleinement opérationnel, pour empêcher l'Iran de devenir plus difficile à pressuriser plus tard. C'est la doctrine Bush, c'est l'Irak 2003. Et je ne dis pas ça pour marquer des points politiques. Je le dis parce que comprendre la logique stratégique vous révèle quel est le véritable objectif. Et l'objectif n'est pas de punir l'Iran pour le Koweït. L'objectif est de restructurer la position stratégique de l'Iran sur le long terme. Est-ce que ça a du sens? Très bien. Section 2. 16 juin 2026. Islamabad, Pakistan. L'Iran et les États-Unis signent ce qu'on appelle le protocole d'accord d'Islamabad, établissant un cessez-le-feu de 23 jours. CNN qualifie ça de percée diplomatique. Les grandes chaînes diffusent des segments intitulés « Espoir de désescalade ». Trump appelle ça, je cite à nouveau, « le meilleur accord, un accord formidable. Personne n'a jamais conclu un accord pareil. » D'accord? Les célébrations sont réelles. Le soulagement est réel. Personne ne veut la guerre. Maintenant, je vais vous dire ce qui s'est réellement passé pendant ces 23 jours. Et je veux que vous soyez attentifs à la séquence, parce que la séquence, c'est tout. Jour 1, l'Iran reçoit 20 milliards de dollars de comptes gelés en Corée du Sud. Des fonds débloqués en vertu d'une clause annexe de l'accord qui n'a reçu presque aucune couverture médiatique. Pas un virement bancaire, du liquide. De la monnaie physique déplacée via des canaux intermédiaires. 20 milliards de dollars, jour 1. Jour 7, l'Iran commence à recevoir des cargaisons de munitions pour drones en provenance de Russie via l'Azerbaïdjan. Une route terrestre que la marine américaine ne peut pas intercepter. Le cessez-le-feu couvre les opérations aériennes et maritimes. Personne n'a rien dit sur les routes terrestres traversant un territoire allié. Jour 15, selon plusieurs évaluations du renseignement, l'IRGC, le corps des gardiens de la révolution islamique, avait restauré son stock de missiles à environ 50% de sa capacité. Presque épuisé après le précédent échange de frappes, remonté à 50% de disponibilité opérationnelle en 15 jours, d'accord? Laissez ça infuser, ils étaient presque à sec. 2 semaines après le début du cessez-le-feu, ils étaient à moitié force et ça continuait de grimper. Jour 18. L'Iran déploie de nouvelles bouées de navigation et des navires de patrouille dans le détroit d'Ormuz, établissant de facto ce qu'ils appellent un nouvel ordre pour le transit à travers le détroit, ce qui signifie que les navires traversant Ormuz opèrent désormais sous des conditions que l'Iran fixe unilatéralement, et les États-Unis n'émettent aucune objection formelle, parce que l'accord est toujours en vigueur, et toute riposte militaire violerait ces termes. Jour 23, le cessez-le-feu expire en quelques heures, pas en quelques jours, en quelques heures. L'Iran frappe la base américaine au Koweït. Des missiles balistiques de l'IRGC frappent la base aérienne d'Al-Udeid à Bahreïn. Et Trump dit qu'ils nous ont frappés en premier. D'accord? Les amis, vous voyez ce qui s'est passé? Ce n'est pas l'Iran qui relance la guerre. C'est l'Iran qui achève une séquence conçue depuis le début. Le cessez-le-feu n'était pas la fin du round 1 et le début des négociations. Le cessez-le-feu était le round 1,5, où l'Iran a utilisé le désir américain d'une victoire politique pour gagner du temps et se réarmer. J'appelle ça la pause tactique.
Et voici comment ça fonctionne dans le cadre de la théorie du marchandage de la guerre, le cadre académique qui explique réellement pourquoi les guerres éclatent et pourquoi elles se poursuivent. Dans la théorie du marchandage de la guerre, vous signez un cessez-le-feu non pas parce que vous voulez la paix. Vous signez un cessez-le-feu quand vous avez besoin de temps pour vous rééquilibrer, quand vous êtes matériellement plus faible à court terme, moins de missiles, moins de liquidités, logistique dégradée, mais que vous avez un avantage de négociation parce que l'autre camp veut quelque chose de vous. Dans ce cas, Trump voulait un accord qu'il pouvait présenter comme une victoire. Il voulait l'image d'avoir amené l'Iran à la table avant les élections de mi-mandat. Ce besoin politique est une monnaie d'échange, et l'Iran l'a utilisé. L'Iran a converti le besoin de Trump de proclamer une victoire en 20 milliards de dollars en liquide, plus 23 jours pour se réarmer. C'est un cas d'école de la théorie du marchandage. Maintenant, je veux être intellectuellement honnête ici, et je veux présenter l'argument adverse le plus solide possible, parce que c'est important. Ceux qui ont soutenu l'accord diront qu'un cessez-le-feu, c'est un cessez-le-feu. Aucune bombe n'est tombée pendant ces 23 jours. Des civils ne sont pas morts. Des hôpitaux n'ont pas été touchés. Des familles au Koweït et en Iran ont eu 23 jours sans sirène de raid aérien. Ça a de la valeur. Une vraie valeur humaine qu'on ne devrait pas balayer. Et ils ont raison. Ils ont tout à fait raison là-dessus. 23 jours de silence, ce n'est pas rien. Pour les gens vivant dans le rayon d'explosion de ce conflit, 23 jours sans tir entrant, c'est 23 jours pendant lesquels on peut respirer. Mais voici ce que cet argument ne peut pas expliquer. Si l'Iran avait vraiment l'intention que l'accord mène à un véritable règlement politique, s'ils agissaient de bonne foi vers la désescalade, pourquoi ont-ils attaqué exactement le jour où le cessez-le-feu expirait? Pas le jour 24, pas le jour 25 après une quelconque provocation, le jour 23, la première heure du jour 23, parce qu'ils l'avaient programmé. Le cessez-le-feu n'a jamais été conçu pour devenir la paix. Il a été conçu pour financer et armer la phase suivante de la guerre, avec l'Iran dans une position matériellement plus forte qu'au début du cessez-le-feu. Est-ce que ça a du sens? D'accord, section 3. Et c'est la partie que je considère comme la plus importante, celle qui change votre compréhension non seulement du 9 juillet, mais de la direction que prend ce conflit à partir de maintenant. Il y a des informations non confirmées au moment où j'enregistre cette vidéo, donc je veux être très clair là-dessus. Mais il y a des informations provenant de plusieurs sources proches de la communauté du renseignement, suggérant que l'ayatollah Khamenei aurait pu être frappé pendant la campagne du 9 juillet. Je ne traite pas ça comme un fait confirmé, je le traite comme un scénario qu'il faut examiner attentivement, parce que les implications stratégiques sont énormes, que ce soit arrivé ou non. Voici mon argument. Si les États-Unis ont effectivement éliminé Khamenei, ils viennent peut-être de s'infliger la plus grande blessure stratégique auto-infligée de tout ce conflit. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. D'accord? Dans le système politique iranien, le guide suprême, le Rabar, n'est pas simplement le sommet de la structure de commandement militaire. C'est ainsi que les analystes occidentaux ont tendance à décrire ce rôle, et ce cadrage passe à côté de quelque chose d'absolument crucial. Le Rabar détient une autorité religieuse spécifique qui fonde toute la légitimité de la République islamique. Cela vient de la Wilayat al-Faqih, la doctrine de la tutelle du juriste islamique développée par l'ayatollah Khomeini. Selon cette doctrine, seul le juriste suprême, le faqih, détient l'autorité pré-religieuse et politique de prendre des décisions contraignantes au nom de la communauté musulmane chiite concernant les questions de guerre et de paix avec des adversaires non musulmans. Ce n'est pas mon interprétation, c'est la jurisprudence chiite. C'est l'architecture théologique sur laquelle l'État iranien est construit. Et concrètement, cela signifie que seul Khamenei ou quiconque occupe cette position spécifique a l'autorité de signer un accord de paix contraignant avec les États-Unis qui serait accepté comme légitime par l'IRGC, par l'establishment religieux, par les réseaux de mandataires de l'Iran et par la population iranienne. Personne d'autre dans le système n'a cette autorité, ni le président du Parlement, ni un général, seulement le faqih. Alors, que se passe-t-il quand on élimine le faqih? Conséquence numéro 1. Il n'y a désormais plus personne avec l'autorité religieuse pour signer la paix. Tout successeur aura besoin d'années pour consolider la légitimité politique et théologique nécessaire pour prendre une telle décision et signer un accord de paix avec le pays qui a tué son prédécesseur, alors qu'on est encore en pleine guerre avec lui, serait un suicide politique pour n'importe quel candidat. La position de la personne qui met fin à cette guerre en négociant avec l'Amérique est désormais la position la plus dangereuse en politique iranienne. Conséquence numéro 2. L'IRGC opère désormais sans supervision civile. Dans le système iranien, les gardiens de la révolution rendent compte en dernier ressort au guide suprême, pas au président, pas au cabinet, au Rahbar. Avec Khamenei potentiellement disparu, l'IRGC n'a plus d'autorité au-dessus d'eux qu'ils reconnaissent comme légitime. Ce qu'on obtient, c'est une organisation militaire de près de 100 000 combattants entraînés,
doté de missiles balistiques, d'essaims de drones et de capacités de guerre asymétriques, opérant selon une pure logique militaire, sans filtre politique, sans personne pour leur dire de se retenir. Conséquence numéro 3, le récit du martyr. Chaque mouvement de résistance lié à l'Iran, le Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen, le Hashd al-Shabi en Irak, le Hamas, tous ont désormais une histoire de martyrs du plus haut niveau possible. Dans la théologie de la résistance chiite, un guide suprême tué par le grand Satan lors d'une frappe de missile n'est pas une défaite. C'est un appel sacré à l'escalade. Et le problème avec les récits de martyrs, c'est qu'on ne peut pas les tuer avec plus de missiles. Chaque missile que vous tirez les nourrit. J'appelle ça le paradoxe de la décapitation. L'action conçue pour mettre fin à la guerre a créé les conditions qui rendent la guerre impossible à terminer. D'accord? Vous éliminez la seule personne ayant l'autorité de dire oui à un accord et vous venez de donner à chaque combattant de l'écosystème de la résistance une raison de continuer à se battre indéfiniment. Maintenant, je veux relier ça à ce que je considère comme la plus profonde erreur stratégique commise par les États-Unis dans tout ce conflit. Et ça se rattache au 5e angle de mon cadre d'analyse, celui sur la manière dont la retenue de l'Iran a été mal interprétée comme de la faiblesse. Pendant ces 23 jours de l'accord, l'Iran est resté silencieux, pas d'attaque, pas de déclaration incendiaire. Certains responsables iraniens envoyaient même des signaux via des canaux discrets, suggérant qu'ils pourraient être ouverts à un cadre à plus long terme. Et la communauté du renseignement américaine, ainsi que l'administration Trump, ont interprété ce silence comme un signe de faiblesse de l'Iran. Ils ont lu ce silence comme la preuve que la campagne de pression fonctionnait, que l'Iran s'affaiblissait, que l'Iran venait à la table depuis une position de défaite. Cette lecture était fausse. Et elle était fausse d'une manière très précise, historiquement prévisible. Parce que ce même schéma s'est déjà produit auparavant. Les talibans se sont tus en 2003 et 2004 après que les États-Unis ont renversé leur gouvernement. Les analystes américains ont dit « ils sont finis, ils sont dispersés, la guerre est essentiellement terminée ». En 2006, les talibans s'étaient reconstitués et menaient à nouveau une insurrection totale. Le Hezbollah s'est tu après 2006. Les analystes ont dit qu'Israël les avait considérablement affaiblis. Ils ont besoin de temps pour se rétablir et pourraient ne jamais retrouver le même niveau de menace. En 2010, le Hezbollah était plus fort qu'avant la guerre. La retenue tactique et la reddition stratégique se ressemblent de l'extérieur. Et si vous ne pouvez pas faire la différence, si votre cadre de renseignement ne peut pas distinguer un ennemi qui se fait discret parce qu'il est vaincu d'un ennemi qui se fait discret parce qu'il se réarme, vous prendrez des décisions catastrophiques. Vous augmenterez la pression exactement quand vous devriez négocier. Vous bombarderez exactement quand l'autre camp est sur le point de perdre la volonté de se battre. Et au lieu de mettre fin à la guerre, vous la prolongez. Les États-Unis, selon ma lecture des faits, ont commis exactement cette erreur entre le 16 juin et le 9 juillet. D'accord ? Je veux faire un petit détour avant la conclusion, parce qu'il y a quelque chose que j'observe de très près depuis 48 heures et qui, je pense, en dit long sur la position psychologique réelle de chaque camp. Et ça concerne Hollywood, ou ce que j'appelle la guerre hollywoodienne. Le jour même des frappes du 9 juillet, Kesha a sorti un nouveau single avec des paroles évoquant l'idée qu'on ne s'arrêtera pas tant qu'ils ne seront pas partis. Maintenant, je veux être très clair. Je ne suggère pas qu'il y ait une quelconque coordination gouvernementale avec la musique pop. Je ne m'engage pas sur cette voie. Mais je veux que vous remarquiez l'atmosphère culturelle qui règne. Trump publie sur Truth Social, en majuscule, « On les a frappés 20 contre 1 », la plus grande armée de l'histoire. Dans les 48 heures suivant les frappes, des images générées par IA de villes iraniennes en flammes inondent les réseaux sociaux, sous-titrées par des phrases comme « L'Iran implore la pitié » et « L'Iran détruit ». Certaines de ces images se sont révélées être recyclées à partir d'explosions de gaz survenues à Téhéran en 2024. Truquées, fausses, mais elles ont circulé pendant des heures avant d'être signalées. Et à ce moment-là, elles avaient déjà accompli leur travail narratif. Voici ce que je veux que vous compreniez à propos de ce phénomène. Quand une puissance est globalement en train de gagner, elle n'a pas besoin de ça. Quand le résultat parle de lui-même, le résultat parle de lui-même. On n'a pas besoin de 12 mèmes générés par IA pour convaincre le monde qu'on a gagné. La machine narrative tournant à plat régime, 24 heures sur 24. Les publications virales, les sorties musicales, les déclarations présidentielles en majuscules, c'est la signature de l'anxiété, pas de la confiance. C'est un pays qui met en scène la force, pas qui l'exerce. Et le contraste avec la posture publique de l'Iran est frappant. Après avoir été frappé sur 90 cibles en une seule nuit, après que certaines de leurs infrastructures militaires les plus importantes ont été touchées, la réponse officielle iranienne a été presque minimaliste. Mohammad Bagher Ghalibaf, le président du Parlement iranien, a publié une déclaration, une seule déclaration, 4 mots de substance en traduction anglaise. L'ennemi a mal calculé, c'est tout.
Pas d'histrionisme, pas de longues condamnations, pas de colère théâtrale. C'est le style de communication d'un camp qui sait exactement ce qu'il fait. Un camp qui comprend que chaque fois que l'autre camp gonfle un récit de victoire, il crée une attente que la réalité du champ de bataille devra finir par confirmer ou par démentir. L'Iran est patient. L'Iran attend que l'écart entre le récit et la réalité s'ouvre, parce que quand ça arrivera, cet écart fera plus de dégâts à la crédibilité américaine qu'aucun missile ne pourrait en faire. D'accord? Laissez ça infuser. Très bien, la grande question. Qui a gagné le 9 juillet 2026? Et je veux être honnête avec vous. Je ne vais pas vous donner une réponse nette et satisfaisante, parce que je ne pense pas qu'une réponse nette et satisfaisante existe. Mais je vais vous donner un cadre de réflexion que je pense plus précis que tout ce que vous entendrez sur les chaînes d'infos en continu. Faisons le bilan. Qu'est-ce que les États-Unis ont accompli? 90 cibles frappées. C'est un dommage physique considérable infligé aux infrastructures militaires et nucléaires de l'Iran. Le pont d'Akhtak Khan est détruit. Le corridor nord de l'INSTC est coupé, au moins temporairement. Certaines installations d'enrichissement ont subi des dommages, dont l'ampleur reste classifiée ou non confirmée. Et si les informations sur Khamenei sont exactes, décapitation du commandement suprême, ce qui, comme je l'ai soutenu, est à la fois un succès tactique et une catastrophe stratégique. Qu'est-ce que l'Iran a accompli? 20 milliards de dollars d'actifs liquides déjà transférés avant le 9 juillet. Stocks de missiles restaurés à 50% de capacité opérationnelle. Un nouvel ordre de facto établi dans le détroit d'Ormuz pendant la période de l'accord, et non annulé. Des forces mandataires iraniennes frappant des bases américaines au Koweït et à Bahreïn, démontrant que même après avoir été frappé 90 fois, l'Iran conserve la capacité et la volonté de projeter sa force. Les prix du pétrole en hausse de 40% dans les 48 heures suivant les frappes, ce qui signifie que l'arme économique principale de l'Iran, sa capacité à déstabiliser les marchés énergétiques mondiaux, vient de devenir dramatiquement plus crédible. Et un récit de martyr que chaque mouvement de résistance de la région amplifie désormais. Quand je regarde ce bilan, je vois un match nul. Je vois une impasse stratégique. Aucun des deux camps n'a brisé la volonté ou la capacité de l'autre au point de rendre la poursuite de la guerre irrationnelle. Et dans la théorie du marchandage de la guerre, quand on a une impasse à haute intensité, il y a une phase suivante très prévisible, la guerre d'usure. La question devient non pas qui a gagné la bataille, mais qui peut supporter le coup assez longtemps pour surpasser l'autre camp. Et c'est là que la plupart des analystes américains, à mon avis, commettent une erreur critique. Ils évaluent l'Iran selon des critères américains. Le PIB, l'équipement militaire, la qualité des infrastructures, l'aversion aux pertes, la tolérance politique intérieure à une guerre prolongée. Selon chacun de ces critères, l'Iran est en train de perdre. Je ne conteste pas ça. Les données sont les données. Mais l'Iran ne joue pas selon ces critères. L'Iran joue le manuel du Hezbollah de 2006, le manuel des talibans de 2001 à 2021. La logique fondamentale du conflit asymétrique contre un adversaire technologiquement supérieur. Je n'ai pas besoin de gagner, j'ai juste besoin de ne pas perdre assez longtemps pour que vous vous fatiguiez et rentriez chez vous. J'ai juste besoin que le coût de la poursuite de cette guerre finisse par dépasser l'appétit politique du public américain et du Congrès américain à continuer de le payer. Les drones iraniens coûtent 50 000 $ pièce. Les intercepteurs patriotes américains coûtent 1 million de dollars pièce. C'est un ratio de coût de 20 contre 1 en faveur de l'Iran, pas de l'Amérique. Chaque essaim de drones que l'Iran lance épuise les budgets de défense antimissiles américains à un rythme fiscalement insoutenable à grande échelle. Les usines de dessalement du Conseil de coopération du Golfe, les installations qui produisent l'eau potable pour 50 millions de personnes en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, au Koweït, au Qatar, sont à portée des missiles de l'IRGC et ne nécessitent qu'une fraction du stock restauré de l'Iran pour être menacés. Les marchés de l'assurance maritime intègrent déjà une perturbation prolongée d'Ormuz dans leurs tarifs. La pression économique que l'Iran peut générer, même depuis une position d'infériorité militaire, est disproportionnellement importante par rapport à ses pertes militaires réelles. Personne n'a gagné le 9 juillet, et c'est le résultat le plus dangereux de tous, parce que quand personne ne gagne un échange à haute intensité, la guerre continue. Et quand la guerre continue, la logique d'usure prend le dessus. Et dans la logique d'usure, le camp qui a le plus à perdre économiquement, le plus à perdre politiquement chez lui, et le moins de tolérance pour un engagement ouvert, ce camp finit par perdre, quoi qu'il arrive sur le champ de bataille. D'accord? Mes prédictions pour les 48 à 72 prochaines heures, 3 précisément. Prédiction 1. L'IRGC ciblera au moins un pétrolier battant pavillon d'un pays du CCG dans ou près du détroit d'Ormuz dans les 72 heures. Pas un navire américain, ils ne sont pas encore prêts pour ce niveau d'escalade directe, mais un navire saoudien, émirati ou qatari. C'est un signal qui dit «
Le nouvel ordre que nous avons établi pendant l'accord n'est pas négociable et nous sommes prêts à le faire respecter. Surveillez ça d'ici samedi. Prédiction 2. La Chine publiera une déclaration publique évoquant le corridor INSTC dans les 48 heures. Elle ne condamnera pas directement les États-Unis. La Chine ne fait pas ça publiquement. Mais elle inclura un langage sur la protection des infrastructures commerciales internationales et le respect de la souveraineté des corridors de transport. C'est ainsi que Pékin signale son passage du statut de spectateur à celui de partie prenante dans ce conflit. Ne lisez pas la déclaration officielle du ministère des Affaires étrangères. Elles sont toujours fades. Lisez le Global Times. Lisez l'agence Xinhua. C'est là que se trouve le vrai signal. Prédiction 3. Une opposition du Congrès concernant l'autorisation d'usage de la force militaire se matérialisera lors d'une audience formelle dans les 72 heures. Elizabeth Warren a déjà soulevé publiquement la question de l'AUMF. Marjorie Taylor Greene a comparé le 9 juillet à l'autorisation de Bush pour l'Irak en 2003. Une comparaison inhabituelle venant de l'aile droite du Parti républicain, mais pas sans précédent pour Greene. Quand la gauche progressiste et la droite MAGA s'opposent toutes deux à une opération militaire, c'est une coalition véritablement inhabituelle, et elle génère une friction politique qui limite la marge de manœuvre d'un président. Surveillez une demande d'audience formelle ou l'introduction d'une résolution avant la fin de la semaine. Vos devoirs, 3 missions. Premièrement, trouvez le rapport le plus récent de l'Atlantic Council sur le corridor de transport international nord-sud. Regardez la carte, regardez-la vraiment. Suivez la route de Mumbai à travers Téhéran, à travers Ashgabat, jusqu'à Astana et vers Moscou. Puis demandez-vous, si le pont d'Akhtak Khan est détruit, cette route peut-elle être redéviée? Combien de temps prend le contournement? Combien ça coûte? La réponse à cette question vous dit le véritable impact stratégique de ce qui s'est passé dans le Golestan le 9 juillet, si c'était un coup décisif ou un inconvénient temporaire. Deuxièmement, surveillez les médias chinois dans les 48 prochaines heures. Pas les communiqués de Xinhua. Ceux-là sont rédigés pour la consommation internationale et soigneusement fades. Lisez les éditoriaux d'opinion du Global Times. Lisez les éditoriaux du Quotidien du Peuple. C'est là que Pékin teste ses messages avant qu'ils ne deviennent politique officielle. Si la Chine est sur le point d'intensifier son implication dans ce conflit, passant d'un soutien verbal à quelque chose de plus tangible, armes, canaux financiers, couverture diplomatique à l'ONU, le signal apparaîtra d'abord dans ses publications. Troisièmement, renseignez-vous sur la Wilayat al-Faqih. Pas besoin du texte original en arabe. Il existe un excellent résumé dans la Stanford Encyclopedia of Philosophy et un bon aperçu sur le site du Carnegie Middle East Center, les deux en anglais. Comprenez l'architecture théologique. Comprenez pourquoi, dans ce système, la position de guide suprême n'est pas juste un titre politique, mais une fonction religieuse, qui ne peut ni être déléguée, ni approximée. Et puis demandez-vous, dans un scénario post-Khamenei, à quoi ressemble le processus de sélection d'un nouveau guide suprême? Combien de temps ça prend? Et qu'advient-il de la prise de décision iranienne, en particulier sur les questions de guerre et de paix pendant cet interrègne? Cette faille dans l'autorité est sans doute la fenêtre la plus dangereuse de tout ce conflit. Et la question sur laquelle je veux vous laisser ce soir. Les États-Unis ont détruit un pont pour isoler l'Iran, pour couper la connexion de l'Iran vers la Russie et la Chine à travers l'Asie centrale, pour réduire les options stratégiques de l'Iran et augmenter sa vulnérabilité. Mais l'Iran est entré dans la journée du 9 juillet avec 20 milliards de dollars en liquide, avec 50% de son stock de missiles restauré, avec un nouveau cadre opérationnel établi dans le détroit d'Ormuz, avec ses réseaux de mandataires intacts à travers la région, et avec un récit de martyrs désormais amplifié par tous les mouvements de résistance, de Beyrouth à Sanaa. Le pont est détruit, mais l'Iran n'est pas isolé. Pas encore. Peut-être pas du tout. Alors, la question que je veux que vous emportiez avec vous après cette vidéo n'est pas de savoir qui a gagné la bataille du 9 juillet. La vraie question est celle-ci. Quand vous détruisez un pont pour couper quelqu'un, mais qu'il est encore assis sur 20 milliards de dollars et la moitié de son arsenal, êtes-vous en train de gagner la guerre ou êtes-vous juste en train de rendre la prochaine phase de la guerre plus coûteuse pour tout le monde? D'accord? Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.